Ok, bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. Nous avons une invitée très spéciale. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, j'aimerais vous dire que c'est une plateforme de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Il y a un blog saphirurbano.com et il y a une chaîne YouTube qui remet justement tous ces podcasts vidéo qui nous permettent d'avoir des outils et des astuces pour bien vivre nos relations. Et j'ai le privilège et vraiment la joie de recevoir aujourd'hui Antonia. Bonjour Antonia. Bonjour Safi, comment vas-tu? Je vais bien, je suis trop contente de t'avoir, vraiment. Je me suis dit, waouh, si vraiment je pourrais l'avoir sur La Voix des Relations, c'est vraiment un plaisir et une joie de t'avoir aujourd'hui. Ça va? Oui, super. Moi aussi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Je suis toujours ravie d'échanger en règle générale, mais je suis ravie d'avoir eu ton message et qu'on puisse échanger quelques minutes autour des relations. Autour des relations. Justement, autour des relations, j'aimerais juste, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter un tout petit peu qui est Antonia. Alors ça, c'est la question qui débute toujours tous les entretiens, mais qui est une des questions les plus difficiles pour moi. C'est un parcours assez éclectique, mais pour faire très court, j'ai à la base une formation de biologiste que j'ai complétée quelques années plus tard par un master d'école de commerce avec une spécialité en stratégie de marque, marketing et communication. J'ai commencé ma nouvelle carrière du coup dans l'événementiel à Londres et j'ai fini par atterrir dans le monde de la santé un peu pour réconcilier finalement ces deux amours, mes deux formations en marketing et en communication, d'abord pour un industriel pharmaceutique, puis depuis quelques années pour une multinationale qui fait du conseil et qui vend des données pour les industries du monde de la santé. Donc ça, c'est mon daytime job, comme je l'appelle. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de passions que je fais, on va dire, très sérieusement. Je me considère aujourd'hui comme une artiste multipotentielle et je ne m'interdis rien, en fait. Tant que ça peut rentrer dans mon emploi du temps, je fais. Donc, j'ai ces dernières années été styliste de mode, donc une marque qui s'appelle Tissam, qui existe toujours. J'ai fermé la porte de cette aventure-là, mon associé s'en occupe toujours, mais c'est une très belle marque. Vous pouvez toujours aller chercher et retrouver partout où on peut retrouver des vêtements qui sont fabriqués en Afrique. Je me suis aussi également occupée d'un festival autour de l'Afrique, donc de la création inspirée par l'Afrique qui s'appelle Africa Montmartre. Et depuis l'année dernière, 2019, j'ai un peu plus accepté, en tout cas, ou plus affirmé ma fibre artistique en sortant un album qui s'appelle Vulnérable, qui est un recueil de textes poétiques mis en musique. Et finalement, voilà, en fait, les portes s'ouvrent et se ferment. Et depuis quelques semaines, quelques mois même, j'accompagne donc une agence de communication qui s'appelle Ayana et compagnie, qui est une agence qui a également un média qui s'appelle Ayana Webzine, dans sa stratégie et dans le développement de l'agence et de la marque Ayana. Voilà, c'est ça, complet. Voilà. Mais que de parcours, que d'expérience, que de potentiel, multipotentiel, en fait, comme tu te présentes un tout petit peu. Et waouh! Par contre, je reviens juste sur tes textes, sur les poèmes que j'ai écoutés, que je trouve super profonds. C'est vraiment, certains m'ont beaucoup parlé. J'ai écouté encore hier. Je pense que tu avais fait un concert en extérieur. Et du coup, tu demandais la définition, c'est quoi l'amour? Et puis les gens essayaient de répondre. J'ai trouvé ça super sympa, vraiment. Et du coup, quelle place donnes-tu à l'interaction avec l'être humain? C'est l'essentiel de la vie, en fait. Est-ce qu'on donne une place, en fait? On vit tous. Après, il y a des personnes qui décident de vivre en ermite, mais c'est quand même pas l'essentiel de la société. Donc, au jour le jour, au quotidien, quand on se lève, c'est quand même rare qu'on n'ait pas une interaction avec l'autre. Donc, c'est essentiel. Et je travaille dans des métiers de communication. En tout cas, j'ai bâti l'essentiel de ma carrière sur des métiers de communication. Donc, c'est essentiel et en même temps... pour moi, l'interaction, et je vais dire même un mot qui est plus fort, l'amour,
c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très importante pour moi et qui est fil conducteur vraiment de mes choix, de mon comportement, de mes envies au quotidien. Même dans ma vie professionnelle, c'est très important. C'est une valeur qui est très importante. D'accord. Et bon, ouais, je vois un peu ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur la voie des relations, donc la plateforme que j'ai présentée tout à l'heure, il y a des personnes qui me disent qu'elles ne veulent plus avoir d'interaction avec les autres. C'est-à-dire, elles vont limiter les interactions au fait que oui, je vais au travail, je rencontre mon patron, je rencontre mes collègues, mais faire rentrer quelqu'un encore dans sa vie pour être amie ou pour avoir une relation de couple par exemple, elles ont dit non, elles ne veulent plus avoir ce genre de relation parce qu'elles ont trop souffert. Et je pense que c'est souvent par rapport à la trahison, au mensonge, etc. Toutes ces blessures parfois de l'âme qu'on a. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question parce que bon nombre de personnes me répondent oui, je limite les interactions qui sont, on va dire, normales, mais je ne veux plus avoir des gens dans ma vie. Je préfère vivre seule. Donc on peut être en interaction avec les autres et pour autant vivre seul. Est-ce que ça te parle, ce genre de réflexion, par exemple? Oui, enfin, je pense que c'est des choses qu'on entend souvent, mais c'est en règle générale des comportements qui sont... je vais faire peut-être des fois des parallèles un peu, etc. Parce que dans une de mes passions, c'est aussi le développement personnel. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment beaucoup aidé sur le chemin de ma vie, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Quand on a souffert, on a tendance à se protéger. Mais en réalité, c'est se punir, en fait, finalement. C'est un peu une double peine pour moi. On souffre déjà une première fois d'une trahison, peut-être, de douleur, de souffrance même, parce que ça se prolonge dans le temps, qui sont ici d'interactions qu'on n'a pas à juger nous, mais en tout cas qui nous ont fait du mal. Et puis finalement, on se punit encore à nouveau en se disant je vais m'interdire, je vais me fermer la possibilité peut-être de vivre des choses nouvelles et des choses belles. Ça serait bien long d'en parler aujourd'hui, mais la souffrance dans une relation, ça vient de beaucoup de choses en fait. En règle générale, c'est pas forcément ce que l'autre nous a fait, c'est comment en fait ce que cette personne nous a fait résonne en nous et pourquoi est-ce qu'elle résonne en nous. Donc une des solutions, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un acte d'une personne me touche moi profondément, au point où je me dise je ne veux plus parler à personne. Et ça, c'est peut-être des fois beaucoup plus intéressant finalement que ce que l'autre personne a pu nous faire, ou c'est beaucoup plus intéressant que l'autre personne en fait, tout simplement. Quand je parce que bon, je suis coach en développement personnel aussi, quand j'accompagne mes coachés, ce que je leur explique, c'est que quelle que soit la difficulté qui les emmène vers moi, je vais travailler avec eux à l'amélioration, l'optimisation de leur bien-être en fait. Je parle pas beaucoup des autres, tu vois, c'est assez paradoxal par rapport à ce que je t'ai dit, mais pour être bien avec les autres, il faut être bien soi-même. Et on peut reprocher beaucoup de choses aux autres, alors qu'on pourrait juste switcher, déplacer un peu la caméra, la retourner vers nous, regarder pourquoi on a vraiment mal, quelles sont les blessures qui sont en nous que l'on porte depuis longtemps, les comprendre, prendre le temps de guérir, de se soigner, d'aller bien, et ça changerait beaucoup de choses. Wow, exactement. J'aime bien l'image de dire de switcher, de mettre la caméra un peu vers nous pour nous aider. Wow. Et donc, du coup, tu as dit un mot lorsque tu parlais, tu as dit que tu es hypersensible et tu ne l'as pas forcément dit dans ta présentation tout à l'heure. C'est quoi être hypersensible? Quelle définition donnes-tu à l'hypersensibilité? Alors, c'est un peu un concept psychologique. Oui, un peu, en tout cas, certains psychologues ont travaillé dessus, dont le docteur Hélène Aron notamment. Et a priori, on serait 1 sur 5
humain à être hypersensible. Donc les hypersensibles, c'est des personnes qui vont avoir une sensibilité un peu plus forte que la moyenne. Et cette hypersensibilité, elle peut s'exprimer de différentes façons. C'est des personnes qui peuvent avoir une hyperacousie, donc être très sensibles au bruit, très sensibles aux odeurs, très sensibles au toucher. C'est des personnes qui vont là où, par exemple, je vais dire taquiner un peu quelqu'un, je vais avoir Marie qui va rigoler et ça va pas la toucher, et peut-être Paul qui est hypersensible va ressentir en fait l'interaction avec l'autre de façon plus exponentielle. Donc c'est un concept un peu qui est assez nouveau finalement. Ce n'est pas c'est pas une pathologie, c'est juste un ensemble de caractères qui peuvent se définir de façon très différente. On peut être hypersensible et réservé, hypersensible et extraverti. Donc voilà, il y a un spectre très différent, mais globalement voilà, ça s'exprime un peu comme ça. Et en général, quand on parle d'hypersensibilité, quand on lit un peu quelques textes, il suffit de taper sur Google, on se reconnaît. Donc les hypersensibles, généralement, quand ils lisent ou quand ils entendent un autre hypersensible parler, ils se disent peut-être que c'est moi. C'est beaucoup d'années à ne pas savoir. Hein. Moi, j'ai 40 ans depuis quelques mois et j'ai vraiment mis un nom dessus à mes 36 ans. Donc, c'est arrivé très tard. Quoi. Ok. Voilà. Ah ouais, donc en fait, et donc justement pendant ces 36 années, bon, on va dire un peu moins, comment as-tu vécu le fait d'avoir peut-être des émotions plus poussées que d'autres, de prendre les choses un peu plus à cœur que d'autres? Comment as-tu vécu ça? Est-ce que c'était un handicap pour toi ou c'était une force? Et comment tu as géré ça en fait? À l'époque, je ne savais pas forcément ce que c'était en fait. Okay. Pour être transparente, en fait, je sais que dans ma famille, par exemple, je suis toujours un peu aujourd'hui, un peu moins, mais j'étais toujours la dernière à qui on annonçait les événements tristes ou graves. Tu vois, ah non, on va pas le dire en tout de suite. Parce qu'ils savaient que j'allais peut-être beaucoup pleurer ou que j'allais avoir une réaction que eux ils auraient du mal à gérer, etc. En amitié, en amour, mais je me rendais pas compte à l'époque, mais tout était prenait des grandes proportions, mais je me rendais pas forcément compte. Je me disais juste, moi je suis sensible. Tu vois, quand même je disais je suis sensible. Les autres, attention, hein, je laisse pas rentrer comme ça tout le monde dans ma vie. Je suis réservée, etc. Mais en fait, un jour, je me rappelle, je pense que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée en France pour mes études secondaires. Je me suis réveillée, j'ai un souvenir de m'être dit un matin, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus subir la pression du monde, des gens, des circonstances sur ma vie en permanence, en fait. Et à l'époque, je savais pas ce que c'était l'hypersensibilité, je savais pas. Et je me suis juste dit, bon, comment je fais? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire beaucoup plus. J'en avais déjà lu un peu avant. J'ai des parents qui sont médecins, mais qui sont, qui fait lire beaucoup de livres de développement personnel depuis toujours, etc., qui pratiquent un peu de médecine énergétique, donc qui sont très branchés sur l'humain, mais j'avais pas forcément fait de lien avec moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres de développement personnel, à prendre plus de distance avec les choses, à essayer de comprendre pourquoi je réagissais d'une façon ou d'une autre, etc. Et ça, c'est déjà une première étape qui avait changé ma vie à ce moment-là. Je me suis dit, je veux plus subir. Je vais prendre de la distance et voir comment est-ce que je peux différemment réagir ou interagir avec les gens et puis tout simplement évoluer les circonstances de la vie qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Non, on ne peut pas contrôler ça, nous tombe un peu dessus. Ah, donc en fait, c'était vraiment pour toi comme une prise de conscience. À un moment donné, tu t'es dit non,
je ne veux plus subir. Et est-ce que dans tout ce que tu as subi, est-ce que tu as vécu des expériences, bon, je parlais plutôt dans le cadre de l'amitié, est-ce que tu as eu la sensation que tu étais vraiment à part, qu'il y avait une différence notoire entre toi et les autres et que tu n'arrivais pas forcément à tisser des liens par rapport à ton hypersensibilité? Non, je pense que j'ai toujours eu des bons amis, mais j'ai toujours choisi mes amis. J'étais quelqu'un de réservé. Quand je dis ça, il y a les personnes qui non, ça dépend. Il y a des personnes, même qui me connaissent bien, quand je leur dis que je suis réservée, ils me tombent des nues comme ça. Ils me regardent en me disant, ah bon, t'es pas du tout réservée. Je dis, ben, si, je suis réservée. Après, je suis une femme de communication. Voilà, quand il faut prendre la parole, je prends la parole. Je suis dans ma personne, j'ai des choses à expliquer. Je suis dans un rôle où j'ai une mission à accomplir, je le fais. Mais en réalité, je suis quelqu'un de très réservé. J'observe de loin les choses, beaucoup. Je suis très observatrice. Et ça, c'est aussi des mécanismes que j'ai développés au cours du temps parce que à l'époque, voilà, je savais pas ce que c'était l'hypersensibilité. Tout ça, c'est très récent dans ma vie. Et les expériences, etc., les lectures que j'ai pu avoir, les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est arrivé très tard. Donc, moi, avant ça, il fallait bien que je me protège et que j'évolue après cette fameuse conscience dont je t'ai parlé. Mais avant, quand j'étais adolescente, etc., c'était un espèce de réflexe naturel. Tout le monde n'est pas forcément ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Je me suis jamais sentie mal par rapport à ça. J'ai toujours eu des bons amis choisis, mais je n'étais pas le genre de personne à être en bande, à être voilà. J'avais mes bons amis et j'interagissais avec mes bons amis et c'était très bien comme ça. Le reste, et je pense que tout le monde, enfin, certaines personnes savaient très bien que voilà, j'avais mes bons amis et qu'il y avait un espèce de protocole quand même pour connaître donc j'ai vécu mal. Il y a des difficultés d'interaction, certes, mais pour moi, ça fait partie un peu de mon quotidien et c'est bien parce que ça me permet en fait de laisser une distance et de laisser les autres me connaître et de me laisser le temps de connaître les autres et ça filtre beaucoup aussi et ça c'est pas plus mal. Non, c'est vraiment pas plus mal et c'est exactement ce que je dis à plusieurs personnes. Ne vous empressez pas à être en relation avec les gens et ne vous empressez pas à dire que quelqu'un est votre ami. Prenez le temps de connaître, observez cette distance. Et quand tu parlais, je me revoyais un peu, j'étais un peu comme ça aussi, à être vraiment un peu, enfin j'avais des interactions, mais être loin des gens. Dès mes 11 ans, j'observais tout le monde. Je voulais savoir si il y a eu un malheur, comment les gens allaient réagir. J'étais très observatrice, je voulais étudier les émotions des gens. Et donc, je pense que c'est ça me préparer à tout ça aussi. Bref, c'est vraiment pas forcément de moi qu'on va parler aujourd'hui, mais et comment, en fait, une personnalité, on va dire, hypersensible gère ses émotions? Est-ce que tu as du mal à gérer tes émotions, par exemple quand quelqu'un pourra peut-être modérer sa colère, est-ce que, par exemple, tu peux te mettre en colère de façon exponentielle? C'est quelque chose qui... voilà. Comment les hypersensibles gèrent les émotions? Je pense que tant qu'on ne prend pas conscience, on gère très mal, en fait. Tant qu'on ne prend pas conscience, en fait, qu'on est hypersensible et que on n'a pas ce niveau de lecture, on gère mal. On est comme une espèce de cocotte minute en permanence, tu sais, avec le truc. En permanence. Voilà, tu commences à taper là et tu te demandes à quel moment ça va faire bam, tu vois, il faut pouvoir l'arrêter au bon. Moi, j'avoue que vraiment, ces dernières années, hein, peut-être avant ma découverte de l'hypersensibilité, mais tu vois, c'est la deuxième moitié de ma vie, quoi. C'est-à-dire que au début, voilà, je sais pas, j'étais hypersensible. C'est vraiment ça, c'est à fleur de peau. Moi, j'étais à fleur de peau. Mais je le disais, mais je comprenais, voilà, je voyais pas forcément l'implication et l'intensité de ce que ça pouvait être. Mais je sais que j'écris depuis longtemps. Un de mes poèmes que j'ai écrit, j'avais 17 ans ou 16 ans, je crois, c'était à fleur de peau. Je suis à fleur de peau. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'était là depuis longtemps, juste que j'avais pas mis d'étiquette dessus. Et le fait de pas mettre d'étiquette, de pas pouvoir se dire,
en fait, il y a d'autres personnes comme moi, c'est rien d'extraordinaire. C'est comme les personnes, il y a des personnes qui sont joyeuses, il y a des personnes qui sont sensibles, il y a des personnes qui sont un peu moqueuses, voilà. Il y a des personnes qui, c'est juste une caractéristique. Et c'est mieux, en fait, de savoir qu'on est comme ça. C'est aussi une des bases du développement personnel. Quand on se connaît mieux, on va mieux, quoi. Donc, je sais plus c'était quoi la question. Oui, est-ce que j'ai comment je gère mes émotions? Les émotions. Aujourd'hui, je gère mes émotions grâce à tous les outils de développement personnel que j'ai acquis sur le chemin. Et si tu veux, c'est plus vraiment, j'ai plus vraiment besoin d'y penser. C'est assez naturel. C'est des choses que j'ai développées au cours du temps. Quand ça va pas, je fais même plus ça maintenant, mais une chose simple, c'est se tenir bien assis, les pieds bien ancrés dans le sol, ouvrir ses mains avec la plante des mains vers le ciel, comme ça, comme en prière, les mains sur les genoux et faire des exercices de respiration. C'est des choses qui m'aidaient vraiment à me calmer. Faire des exercices de respiration, vraiment ressentir le souffle qui monte dans tous les organes, des pieds jusqu'au bout de la tête. Donc, c'est des exercices de respiration, des exercices de méditation consciente, beaucoup de lecture sur l'hypersensibilité, mais pas que, sur les problèmes que je pouvais traverser. C'est tout bête, mais comment sortir d'une rupture amoureuse? Des fois, on est complètement perdu et le fait d'aller chercher de l'information ailleurs, ça peut nous permettre de dédramatiser, de prendre du recul, de prendre de la distance. Voilà, j'ai eu des épreuves très très difficiles dans la vie, plus tard où je me suis dit là toute seule je vais pas y arriver, j'ai vu un psychologue. Donc il y a plein d'outils qui sont à notre disposition en fait pour gérer nos émotions. Il faut juste reconnaître que c'est un problème et il faut aussi se dire je veux aller mieux. Si on n'en prend pas conscience, on peut pas avancer. C'est ça, et c'est waouh ce que tu dis, parce que déjà, ce que je note, c'est que tu as dû travailler sur toi et tu as dû te rendre compte que oui, il y a des choses que je dois travailler et tu as demandé de l'aide, aussi bien dans ta lecture, c'était comme de l'aide pour toi mentalement et d'avoir vu aussi un psychologue et d'avoir reconnu surtout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a certains avec leur ego, parfois peuvent dire ah non, moi, je n'ai pas de problème d'émotion, c'est juste que si tu m'as énervé, je te demande bien que tu m'as énervé. Sauf que c'est vrai qu'on peut... L'émotion en elle-même n'est pas un problème. C'est vraiment comment on gère l'émotion, comment on gère dans une relation les émotions qui peuvent vraiment apporter beaucoup de problèmes ou quoi. Donc, c'est waouh ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est très vrai ce que tu dis. Les gens qui me connaissent pas, ils peuvent pas savoir, mais ça m'arrive moi maintenant, mais je peux passer de 0 à 100. Hein. Moi, il y a aucun problème. Je l'assume bien, je le vis bien. Mais mes proches le savent très bien aussi. Je peux passer de 0 à 100. La seule différence, c'est que maintenant, quand j'arrive à 50, déjà, j'essaye de me calmer. Quand je suis à 60, je préviens l'autre. Je suis à 60 quand même. Et quand j'arrive à 80, je me dis, bon, là, il faut trouver une solution. À 90, je te dis, là, moi, j'ai essayé de faire des trucs. Si tu n'essayes pas de faire des trucs, je vais arriver à 100. Mais si j'arrive à 100, j'arrive à 100. C'est pas un problème, en fait. C'est comme ça. Mais je sais que le 100 n'est pas bon pour moi. J'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'être comme ça. Ça, c'est quelque chose aussi complètement intégré. Je sais comment je suis à 100. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas envie d'être comme ça. Donc, c'est un fil conducteur qui est là tout le temps. Et c'est un travail qui est permanent. En fait, j'ai travaillé, mais en fait, tu travailles tout le temps. Quand on veut aller bien, hein, quand on est conscient que c'est quelque chose d'important. Ça, moi, c'est essentiel dans ma vie. Je suis tout le temps en train de me dire, voilà, comment je peux aller bien. Parce que, en fait, les états où je suis à 100, les états où je suis trop sensible, hypersensible, en réaction au monde, je suis dans un mal-être. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'être dans un mal-être. Exactement, wow. En fait, tu sais, ça me parle beaucoup ce que tu dis et je pense que ça va parler à plusieurs personnes qui vont regarder ce podcast. C'est vrai, c'est un travail permanent. Si tu sais comment tu es, ou tu sais où tu veux aller, si tu as une vision claire aussi de ce que tu veux
accomplir et que tu sais qu'il y a certaines choses en toi qui peuvent être des freins, alors tu travailles quotidinement, tu travailles à ce que oui, je veux être bien. En fait, c'est vraiment prendre conscience déjà de notre propre bonheur avant de parler d'être ami avec quelqu'un ou d'être en interaction avec quelqu'un d'autre. De dire, moi, je veux être bien. Moi, je veux être cette meilleure version de moi-même. Moi, je veux accomplir ça et je sais que ça, c'est à travailler. Et c'est être honnête, en fait, avec soi-même. C'est vraiment l'honnêteté de se dire, à 100, j'aime pas. À moins 10, j'aime pas. Je sais que quand je suis entre 20 et 40, c'est le mieux. Donc, je travaille à rester là, en fait. C'est tout bête, mais c'est vraiment un travail quotidien et c'est une prise de conscience permanente, c'est vrai. Waouh, je suis vraiment impactée par ce que tu dis. Et du coup, en fait, tu as répondu à plusieurs questions quand on parlait. Et la dernière que j'avais, c'est justement le deuxième mot que tu as utilisé. Tu as dit multipotentiel dans ta présentation de tout à l'heure. Et j'aimerais savoir déjà multipotentiel. Comment tu le définis et ensuite savoir est-ce que d'avoir découvert et d'avoir accepté d'être multipotentiel t'a aidé en quelque sorte à t'accomplir et à t'accomplir aussi dans tes relations en fait, domaine professionnel ou privé. Non, mais ça a changé ma vie. C'est assez récent. Des fois, il ne faut pas forcément se presser. Qu'est-ce que c'est un multipotentiel? Vraiment, je dirais aux gens, googlez parce que moi, j'ai pas la science infuse et c'est vraiment. Dire comment tu le vois en fait, toi personnellement, comment tu le définis. C'est vraiment comment nous, qu'est-ce qu'on met en fait derrière les mots. Moi, pareil, un jour, j'ai lu un article. Je sais pas comment, forcément, certainement que j'étais en train de chercher encore, de comprendre des choses. Et je suis tombée sur un article, voilà, sur la multipotentialité. Et en lisant l'article, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça. J'étais dans un moment de ma vie où je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pense que j'avais déjà lancé ma marque de vêtements depuis 4-5 ans. Je me demandais si je voulais continuer cette aventure, la pousser plus loin, passer à 100% dessus, parce que finalement, j'avais commencé mon nouveau job de consultante, donc ma dernière expérience dont je t'ai parlé dans les données et le conseil pour les industries du monde de la santé. Je me demandais, est-ce que je laisse tomber ce job-là pour faire à 100% ma marque? Parce que j'avais la possibilité, en fait, j'arrivais à un moment donné où dans ma boîte, il y avait un plan social, comme il y en a beaucoup, de plus en plus, en tout cas dans la société dans laquelle on vit. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je vais à 100%? Et le fait de me poser la question, alors que je croyais vraiment que ma marque de vêtements, c'était mon projet de ma vie, en fait, mon projet de vie, je dis, c'est bizarre quand même que tu te poses la question. Parce que normalement, c'était juste la super opportunité, la porte de sortie royale, tu pars, quoi. Et en fait, non, je me rendais compte, en fait, non, j'ai envie de garder mon boulot. Je savais que mon poste n'était pas en jeu. J'étais bien dans cette boîte qui avait besoin. J'avais pas envie, en fait, de laisser complètement tomber ça pour la création et la mode. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et donc, c'est comme ça que je lis cet article qui dit, en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, de plus en plus, je pense que aussi, au-delà du potentiel, c'est aussi un mode de vie aujourd'hui où on se lâche beaucoup. On a l'habitude de faire ça de plus en plus. Hein. On veut faire ci, on fait ça en même temps, on est freelance, on a un job, on a une petite marque de vêtements ou de décoration à la maison. On a envie de faire beaucoup de choses. Je pense que c'est le monde dans lequel on vit aussi, c'est notre génération qui n'a pas envie de se fermer, qui a envie d'explorer énormément de choses. La multipotentialité, pour moi, c'est le fait peut-être vraiment, j'ai pas envie de dire d'exceller, ça fait un peu bizarre. Et c'est vraiment une capacité à être très à l'aise dans des domaines divers et variés et surtout, j'ai pas envie de choisir. Pour moi, c'est ça la multipotentialité. C'est la capacité
d'être experte, ou peut-être même pas vraiment le mot experte parce que je me suis beaucoup battue. J'ai essayé d'être experte pendant très longtemps dans ma vie et c'était une frustration. Aujourd'hui, je me vois vraiment comme une multipotentielle, quelqu'un qui utilise ses expériences et ses envies pour être en paix avec moi-même et puis pour apporter ce que je peux donner au monde. Donc, je me mets pas de barrière. Je m'organise juste et contractuellement, quand je suis engagée, je fais ce que j'ai à faire avec les personnes avec qui je contractualise des contrats. Mais demain, peut-être que tu entendras que Antonia prépare une expo photo ou qu'elle est devenue auteure. J'ai pas et le jour où et ça fait pas longtemps, mais le jour où j'ai débloqué ça, vraiment, c'est un espèce de comme ça là. Et en plus, toi qui es d'origine gabonaise, dans nos sociétés traditionnelles, entre la tradition et la modernité, on est des femmes noires, on nous dit qu'il faut qu'on soit excellente, qu'on travaille dur, qu'on réussisse, etc. Et il y a une conception où tu portes forcément en fait toutes les envies et tous les désirs en fait de ta famille, mais pas que, de tes ancêtres. Il y a quelque chose comme ça qu'on porte sur nous comme des lourds bagages et on veut rentrer dans un moule, tu sais. On veut rentrer dans un moule. C'est des fois un peu... La plupart du temps, on veut être dans un moule, on veut être excellent, on veut être banquier, on veut être médecin. J'ai essayé tout ça, hein, tu vois, je dis mes parents médecins, je voulais être médecin. Et c'était très naturel pour moi, je voulais être médecin. Je pense que je pourrais l'être, je peux être biologiste, je peux tout faire. Mais le fait d'avoir accepté que je fais ce que j'ai envie de faire, ça m'a redonné le pouvoir en fait sur ma vie et ça m'a apporté une paix, une sérénité qui est, c'est le plus beau cadeau que je me sois offert. C'est juste génial. Wow. C'est énorme ce que tu dis. En fait, c'est tout simplement reprendre le contrôle de sa vie et de se donner aucune limite. Si je veux faire quelque chose, je me donne tous les moyens pour faire cette chose en fait. Et c'est comme c'est une paix, c'est être libre en fait. Finalement, c'est être libre d'être toi-même, être libre de faire ce que tu veux et de ne pas avoir de limites en fait. C'est énorme ce que tu dis. Et comme tu dis, ça change une vie dès qu'on a ce déblocage. Là, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de blocages, beaucoup de moules. On te dit non, rentre là, il faut que tu fasses. Ah non, tu peux pas faire ça. Tu vas dire à ton parent, ben, je veux être cuisinier. Ah non, tu peux pas être cuisinier. Ah non, tu peux pas être artiste. Artiste, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Mais non, c'est être artiste. Non, tu peux pas juste être celle qui dessine sur les murs ou qui fait des toiles. C'est pas un métier. Donc, il y a tellement eu ces conceptions qui nous ont été parfois données dans notre enfance et on grandit avec ça et finalement, on ne se sent pas libre. Et comme tu dis, c'est juste un déblocage. Se dire que non, je n'ai aucune limite, je suis en paix, je fais ce que je veux et je peux faire plusieurs choses. Et c'est énorme d'avoir ton témoignage et d'avoir ton avis dessus parce que je pense que ça va aider énormément de gens. Les gens vont avoir peut-être ce déclic-là en écoutant et c'est mon souhait, en écoutant ce podcast, qu'ils aient ce déclic et de se dire, prends le contrôle de ta vie, sois en paix avec toi-même mais vis heureux, quoi. Vis heureux, c'est possible. En même temps dans tes relations, en même temps dans ta propre vie. Waouh. Prendre le pouvoir sur sa vie, c'est juste énorme. Et comme tu le disais, ça s'applique dans la vie professionnelle comme dans nos relations interpersonnelles, quoi. C'est vraiment se dire qu'est-ce que je veux, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, et se laisser la liberté de cheminer tranquillement en fait dans ces interrogations, parce qu'il n'y a pas il faut pas forcément vouloir répondre, mais juste se donner la liberté de pouvoir choisir et pouvoir répondre à toutes ces questions et d'être tout simplement soi-même. Moi vraiment, c'est un des plus beaux. Je sais pas si il y en aura d'autres. Bon, j'ai encore plein de temps devant moi. Mais c'est en tout cas un beau cadeau que je me suis offert et ça a vraiment changé ma vie. Waouh, c'est énorme. Mais en tout cas, Antonia, je te remercie de tout cœur déjà parce que tout ce que tu as partagé, c'est tellement énorme et je pense que ça va être très très bénéfique à la plateforme. Je suis tellement ravie de t'avoir eu. Voilà, c'est au-delà de mes espérances parce que je me suis dit, ok, je vais la voir, je vais essayer de poser des questions sans peu avoir, mais tu as vraiment été de façon libre, honnête, transparente et
Oui, je pense que ce serait vraiment une grande bénédiction pour les personnes qui vont écouter. Je te remercie de tout cœur d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir reçu. Ah non, c'était un plaisir. Et du coup, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de La Voix des Relations et également sur le blog. Et ensuite, il va y avoir des extraits aussi qui seront mis sur Instagram, La Voix des Relations. Donc, et ce que je voulais dire à la fin, c'est que j'ai beaucoup aimé tes poèmes, tout ce que tu écris. Et j'aimerais dire, est-ce que ça a aussi été une forme de libération pour toi de pouvoir exprimer par écrit ou par la musique ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer ce podcast? Je ne voulais pas partir sans te poser la question parce que j'aime bien écrire. J'aime beaucoup écrire et tes textes sont très profonds. Et après, si tu as un mot de fin à dire à toutes ces personnes qui vont nous écouter. Non, mais j'écris depuis très longtemps. Je sais pas. En tout cas, j'aime les mots depuis longtemps. Depuis que je suis enfant, j'ai un souvenir. Voilà, j'ai essayé de gribouiller des choses sur des papiers, d'inventer des insultes pour embêter mes amis ou mes petits frères, tu vois, les deux petits frères un peu turbulents. Donc, j'essayais de les taquiner avec les meilleures insultes, entre guillemets, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, l'écriture est toujours très présente dans ma vie, en fait. Parce que l'hypersensibilité, comme tu disais tout à l'heure, t'as quand même du mal à t'exprimer, forcément. C'est pas forcément tout le temps super fluide. Et si tu veux, l'écriture, c'est une première étape en général quand je ressens beaucoup de choses et que je n'arrive pas je vais parler en franglais, à les channeliser. Tu vois, j'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et il se passe des choses, c'est bouillonnant. Et souvent, j'écris, je sais pas pourquoi, tu vois, je vais écrire un mot par-ci, par-là, sur mon téléphone portable, sur mon papier, pendant que je suis en train de travailler, de faire autre chose. Et quand j'arrive à en faire un texte, ou j'arrive à écrire un paragraphe, bizarrement, je me sens beaucoup mieux après. Et j'ai commencé à remarquer ça, je me suis dit, mais en fait, d'accord, donc quand ça arrive, essaye de finalement finir d'écrire ce texte parce que ça veut dire que c'est des choses en toi qui doivent sortir et qui doivent s'exprimer. Ensuite, sur le chemin, voilà, j'ai rencontré des personnes et notamment mon ami, mon producteur Elon Vince, qui m'a permis vraiment de faire ce projet, de rajouter de la musique parce que moi, j'ai été musicienne, j'ai fait du piano, c'est un peu de mes premiers amours et je suis très sensible à la musique, c'est une relation très particulière que j'ai avec la musique où c'est un lien particulier avec mon papa qui écoutait beaucoup de chansons à texte, qui m'a transmis l'amour de la chanson française avec Brassens, Brel, Aznavour, et le fait de pouvoir mettre ces deux amours, l'écriture et la musique, et d'avoir produit cet album, ça aussi c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel pour moi. Et une fois, si tu veux, que ces textes-là qui n'ont pas été écrits au même moment, c'est un album avec des textes qui sont assez asynchrones finalement, mais une fois que ça a été mis en boîte, on va dire, avec ce titre-là qui est vulnérable. Donc, vulnérable, voilà, c'est un jeu de mots entre vulnérabilité et âme. Et voilà, avec mon hypersensibilité, voilà, c'est vrai que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Mais j'avais envie de dire aux gens, en fait, la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est juste pouvoir accepter qu'on est sensible au monde, aux choses, aux circonstances de la vie, et c'est plutôt normal, ça nous rappelle qu'on est vivant en fait. Et le fait d'avoir fait cet album aujourd'hui et de l'avoir partagé au monde, qu'il y ait des gens comme toi qui écoutent les textes, qui les écoutent plusieurs fois par jour, c'est toujours un peu bizarre. Et qui en parlent et que ça leur fasse du bien, mais oui, pour moi, c'était thérapeutique et ça l'est toujours en fait, parce que le fait de me rendre compte que mes propres souffrances, mes propres interrogations, mes réponses parfois peuvent aider d'autres personnes, ça me rappelle à chaque fois en fait qu'on est infiniment petit dans l'universel en fait, et que ce qu'on vit finalement n'est exceptionnel. Rien de ce qu'on vit n'est exceptionnel. Il y a des gens tout autour de nous qui l'ont vécu, il y a des gens qui l'ont vécu avant, qui le revivront certainement.
Et ça permet de relativiser encore une fois quand on traverse des moments difficiles. Donc oui, c'était un bel outil de guérison. Waouh, wow, c'est trop beau ce que tu dis, exactement. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux dire un dernier mot à ces personnes qui vont nous écouter par rapport au thème et ce qu'on a abordé en résumé? En résumé, on a dit beaucoup de choses. Juste en résumé, déplacez la caméra, faites un selfie, regardez-vous à l'intérieur et rendez-vous compte que c'est une des choses les plus importantes en fait. C'est vraiment être bien à l'intérieur de soi, considérer son corps et son esprit comme un temple. À partir de ce moment-là, quand on considère que son esprit et son corps et son âme est un temple, on le sacralise un peu et on peut vraiment débloquer des choses extraordinaires parce qu'on se rend compte qu'il y a du divin en nous et on se donne ce potentiel-là. On se donne ce potentiel-là. Donc, c'est une des plus belles choses que vous pouvez vous offrir, c'est de vous regarder vous-même, de prendre le temps de vous connaître, de vous guérir. Et après, vraiment, la vie est belle. Mon dernier mot, et puis si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Antonia David Prince. Je suis beaucoup sur Instagram et Twitter, Facebook, j'y vais un peu moins de temps en temps, mais soit je lis tous mes messages quand j'ai le temps. Sur le Facebook, il y a quelqu'un qui gère le compte, mais je reçois tous les messages. Donc, et j'aime échanger. Je suis ravie d'aider tout le temps parce que c'est ensemble qu'on grandit. Donc, voilà, c'est mon dernier mot. Génial, mais je mettrai le lien de ton compte donc sur Instagram et également sur YouTube, il n'y a pas de souci, et sur le blog. Je vais partager, n'hésitez pas à la suivre et d'écouter aussi ces chansons pour tout ce qui passe par des moments assez difficiles aussi, ça aide énormément. En tout cas, grand merci à toi, Antonia. Ce fut un plaisir, une conversation super riche. Je suis ravie de t'avoir connue au travers de cette conversation. À très bientôt. On reste en contact. À très bientôt. Ok, je vais couper.